Salam alaikum, chers étudiants. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le théorème de Gauss. On va répondre dans cette vidéo à deux questions très importantes de ce théorème. La première, c'est pourquoi on utilise le théorème de Gauss. La deuxième, quelles sont les étapes à suivre pour l'application de ce théorème de Gauss. Donc, comme vous le savez, on peut calculer le champ électrostatique créé par une distribution de charge quelconque en utilisant la méthode directe. Mais cette méthode directe est un peu difficile, est un peu compliquée. Pour cela, on a trouvé, ou bien on a un autre outil pour le calcul de ce champ électrostatique créé par une distribution de charge quelconque. La méthode la plus facile pour calculer le champ électrostatique, c'est une méthode basée sur le théorème de Gauss. Donc, conclusion, on utilise le théorème de Gauss pour faciliter le calcul d'un champ électrostatique créé par une distribution de charge quelconque. L'énoncé du théorème de Gauss. Donc l'énoncé du théorème de Gauss nous dit que le flux sortant du champ électrostatique créé par une distribution de charge quelconque à travers une surface fermée quelconque est égal à la somme algébrique des charges qui sont à l'intérieur de cette surface fermée divisée par la permittivité dans le vide. Mathématiquement parlant, le flux est égal à l'intégrale double d'une surface de Gauss fermée, du produit scalaire E ds, élément de surface champ électrostatique, qui est égal à la somme algébrique des charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss divisée par la permittivité dans le vide qui est epsilon 0. Donc la question qui se pose, comment on peut appliquer ce théorème de Gauss? Autrement dit, quelles sont les étapes à suivre pour une application de ce théorème de Gauss? Donc la première étape, donc je vais écrire ici étape du théorème de Gauss. Donc la première étape, c'est le choix du système de coordonnées. Donc le choix du système de coordonnées. C'est-à-dire on va choisir premièrement le système de coordonnées. Comme vous le savez, on a trois systèmes de coordonnées. Soit on travaille dans le système de coordonnées cartésien, donc soit système de coordonnées, les coordonnées cartésiennes, soit les coordonnées cylindriques, soit les coordonnées sphériques. Donc les coordonnées cartésiennes sont x, y, z. Les coordonnées cylindriques, c'est r, phi, z. Et sphérique, r, θ, phi. Pour les coordonnées cylindriques, on peut utiliser ρ.
Mais vous faites attention, lorsque vous avez par exemple une distribution de charge volumique, de densité volumique ρ, on aura un paradoxe, c'est-à-dire ρ, une coordonnée cylindrique, et ρ qui représente la densité de charge volumique. Pour cela, pour éviter ce paradoxe, on peut utiliser à la place de ρ, on peut utiliser la coordonnée cylindrique R. Très bien. Donc la première étape à faire, c'est de faire choisir le système de coordonnées convenable à notre système étudié. La deuxième étape à faire. Donc la deuxième étape à faire, c'est l'étude des invariances. Étude des invariances. C'est-à-dire, donc pour l'étude des invariances, on utilise les coordonnées de la première étape, c'est-à-dire on utilise les coordonnées du système choisi, soit cartésien, cylindrique, sphérique. Donc, lorsqu'on parle d'étude des invariances, c'est-à-dire on va répondre à la question suivante: le champ électrostatique créé par une distribution de charge dépend de quoi? C'est-à-dire, il dépend, quelles sont les variables dont dépend le champ électrostatique. On sait que le champ électrostatique E, créé en un point M, est égal. On prend l'exemple des systèmes de coordonnées cartésiens. Donc E de X, Y, Z. Très bien. Donc ici, le champ électrostatique dépend des coordonnées cartésiennes X, Y, Z. L'étude des invariances peut servir à éliminer les variables inutiles, c'est-à-dire les variables qui laissent le système invariant lorsqu'il varie. Autrement, si je fais varier Z et mon champ électrostatique reste invariant, donc je peux éliminer la variable Z. Si le champ électrostatique reste invariant lorsque je fais varier Y, donc je peux éliminer Y. Et pour cela, par la suite, mon champ électrostatique il ne dépend que de la variable X. Si je varie X, le champ électrostatique fait varier. Donc c'est un exemple. Donc E de M est égal à E de X, Y, Z. On fait l'étude des invariances en se basant sur les coordonnées du point M. Et pourquoi on fait cette étude des invariances? Tout simplement pour répondre à la question suivante: le champ électrostatique dépend de quelle variable? C'est-à-dire soit X, soit Y, soit Z, ou bien soit X, Y, ou bien soit les trois. Mais généralement, notre champ électrostatique, il va dépendre à une seule variable, soit X, soit Y, soit Z, dans le cas du système de coordonnées cartésien. Très bien. Donc l'étude des invariances. Je vais écrire ici. Donc on utilise les coordonnées cartésiennes et l'objectif c'est ou bien on élimine les variables inutiles. Très bien. Ça, c'est la deuxième question. Et si
le champ électrostatique, par exemple, reste invariant lorsque je fais varier Z ou bien Y, je peux éliminer Z et je peux éliminer Y. Et pour cela, et par la suite, E de M, il ne dépend que de X, c'est-à-dire E de M est égal à E de X. Ça, c'est la deuxième étape à faire. Passons maintenant à la troisième étape. Donc, troisième étape, c'est l'étude des symétries. Étude des symétries. Quel est l'objectif de cette étape? L'objectif, c'est la détermination de la direction du champ électrostatique. Donc, pour la détermination de la direction de E, c'est-à-dire du champ électrostatique E. Et pour déterminer la direction du champ électrostatique E, on a besoin de deux plans de symétrie. Un plan de symétrie, c'est un plan qui coupe notre système en deux parties égales, mais la condition, il faut que ce système contient notre champ électrostatique, c'est-à-dire le champ contenant le point M où il sera créé notre champ électrostatique E. C'est-à-dire deux plans, on a besoin de deux plans de symétrie. L'intersection de ces deux plans de symétrie nous donne tout simplement la direction de notre champ électrostatique E. Autrement dit, on sait que le champ électrostatique E est égal E de X, Y, Z, hein, en termes de vecteurs, c'est-à-dire de la base. Hein, attends, donc pour l'étude des symétries, on utilise ici, on utilise la base du système. Si on a un système de coordonnées cartésien, on va utiliser la base X, Y, Z. Si on a un système de coordonnées cylindriques, on utilise la base E, R, E, phi, E, Z. Et si on a un système de coordonnées sphériques, on utilise la base E, R, E, θ et E, phi. Très bien, donc E est égal à E de X, Y, Z. Cela implique c'est E, X, Y, Z. C'est un exemple pour le système de coordonnées cartésien. E, X plus E de X, Y, Z, E, Y, plus E de X, Y, Z, E, Z. Donc ici, notre système dépend de trois variables. D'après la deuxième étape, c'est-à-dire l'étude des invariances, nous avons déjà éliminé les deux variables Z et Y. Pourquoi? Parce que le champ électrostatique ne dépend pas de ces deux variables. Donc on peut éliminer ça d'après la deuxième étape. Il ne reste, E ne dépend que de X. Mais le problème qui se pose, c'est que E est dirigé suivant le vecteur EX, EY, EZ. Donc pour cela, on fait appel à une étude des symétries pour déterminer exactement la direction du champ électrostatique E. C'est-à-dire on va éliminer les directions ou bien les vecteurs inutiles pour la direction du champ électrostatique E. Donc on fait appel à deux plans de symétrie contenant notre point M ou bien contenant le champ électrostatique E, l'intersection, c'est-à-dire E, appartenant à l'intersection de deux plans de symétrie,
Supposons que les plans de symétrie ici, pour le système de coordonnées cartésien, c'est EX, EY, EX, EZ. Par exemple. Donc, l'intersection de ces deux plans, c'est le point commun entre ces deux plans. Le point commun, c'est EX. Donc EX, c'est l'intersection de ces deux plans de symétrie. Et par la suite, donc on conclut que le champ électrostatique sera dirigé par le vecteur EX. Donc est égal à E. On a trouvé que E ne dépend que de X, E de X suivant le vecteur E de X. Très bien. Le module de E de X, on a trouvé à partir de la deuxième étape, c'est-à-dire l'étude des invariances. Et le vecteur, c'est-à-dire la direction des champs électrostatiques, on a déjà trouvé cette direction à travers, c'est-à-dire par raison de symétrie. Donc j'espère que c'est clair. La quatrième étape. La quatrième étape, c'est le choix de la surface de Gauss. Donc choix de la surface de Gauss. D'après l'énoncé théorème de Gauss, donc cette surface de Gauss doit être fermée. Pourquoi on fait choisir la surface de Gauss fermée? Tout simplement pour faciliter les calculs de notre champ électrostatique E. Donc on doit choisir une surface de Gauss fermée adéquate à notre système étudié. Par exemple, si on a par exemple un fil soit fini ou bien un fil infini, la surface de Gauss c'est un cylindre. C'est un cylindre. Si nous avons par exemple un plan, on va utiliser la surface de Gauss. Dans ce cas, on a le choix, soit on travaille avec un cylindre, ou bien un cube. Donc on peut travailler soit cylindre, soit un cube. Dans le cas où nous avons une sphère, on va faire par la suite des exercices pour l'application théorème de Gauss. Si on a une sphère, donc la surface de Gauss choisie dans ce cas, c'est une sphère de rayon petit r. Le cylindre, c'est un cylindre de rayon petit r et de hauteur petit h. Très bien. Donc ici, les coordonnées dans le plan, on va utiliser les coordonnées cartésiennes. Pour le cylindre, on utilise des coordonnées cylindriques et pour la sphère, on utilise des coordonnées sphériques. Donc, la quatrième étape, c'est le choix d'une surface de Gauss fermée adéquate à notre système étudié. Cinquième étape. Donc, cinquième étape, on sait que l'écriture mathématique du théorème de Gauss, c'est le flux qui est égal à l'intégrale double. Donc le flux directement, la cinquième étape, c'est l'expression mathématique ou bien calcul du flux. Calcul du flux sortant du champ électrostatique créé par une distribution de charge quelconque. Pour cela,
on va travailler avec la partie gauche de notre expression du théorème de Gauss. On sait que le théorème de Gauss, c'est l'intégrale double, donc le flux est égal à l'intégrale double d'une surface de Gauss fermée du produit scalaire E ds qui est égal à la somme de Q intérieur sur epsilon 0. Donc la cinquième étape, c'est le calcul du flux, c'est-à-dire on va s'intéresser à cette expression. Donc on va calculer l'intégrale double d'une surface de Gauss fermée du produit scalaire E ds. Très bien, pour ce calcul, on aura deux cas. Soit, donc pour le calcul du produit scalaire, donc soit E sera perpendiculaire à ds. ds, c'est un élément de la surface de Gauss fermée. Donc ds est toujours perpendiculaire à la surface et sortant de la surface. Donc E perpendiculaire à ds, ou bien le vecteur E parallèle à ds. Donc si E est perpendiculaire à ds, donc E produit scalaire ds, c'est le module de E fois le module de ds fois le cosinus de l'angle entre E, ds et P sur 2, cosinus P sur 2, donc ça va nous donner 0. Donc le flux est égal à 0. Pour la deuxième, E parallèle avec ds, donc E et ds sont parallèles, donc l'angle entre E et ds c'est 0, cosinus 0 c'est 1, donc ça va nous donner, donc le flux est égal à l'intégrale double de E module E ds de surface de Gauss fermée. Et il y aura une condition sur E, c'est-à-dire on va trouver que E est uniforme, c'est-à-dire E est constante, et on peut la sortir de l'intégrale. C'est-à-dire on aura le flux est égal à E, l'intégrale double, la surface de Gauss fermée, ds, et on peut calculer l'intégrale du ds. Ça, concernant le calcul du flux. La sixième étape, c'est la partie gauche, c'est la partie droite de notre expression mathématique du théorème de Gauss. C'est-à-dire on va calculer les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc calcul des charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. Pour cela, on a trois cas. Premier cas, soit dq est égal à lambda dl, soit dq est égal à sigma ds, soit dq est égal rho dv. Donc lambda dl, lorsqu'on a une distribution de charge linéaire avec une densité de charge lambda qui sera soit positive soit négative, dans ce cas Q intérieur est égal lambda l'intégrale dl. Ici Q intérieur est égal sigma l'intégrale double ds. Et ici Q intérieur est égal rho l'intégrale triple dv. Mais ici j'ai fait sortir lambda, sigma et rho, je vais considérer comme des constantes. Mais on peut avoir des densités de charge linéiques ou bien surfaciques ou bien rho qui ne sont pas constantes. Dans ce cas,
on n'a pas le droit de les sortir de cette intégrale. Très bien. Ça concernant le calcul des charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. La septième étape, bien la dernière étape, c'est l'application du théorème de Gauss. L'intégrale double d'une surface de Gauss fermée, E scalaire ds est égale la somme des Q à l'intérieur sur epsilon 0. On a déjà calculé ce terme, cette expression ou bien cette formule dans l'étape 5. L'étape 6 nous permet de calculer Q intérieur. Donc l'étape 7, on peut déduire facilement notre champ électrostatique, c'est-à-dire la formule de notre champ électrostatique créée par la distribution de charge donnée dans le problème. J'espère que vous avez bien compris cette partie, c'est-à-dire le théorème de Gauss. Et à la prochaine, ciao.